National. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Dans l'actualité, ce lundi, la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Elle lance le thème de l'UA pour l'année 2025, justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. Tiemoko Melie Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, y représentait le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara à Addis Abeba en Éthiopie ce week-end. Modernisation de la filière risicole, un financement de 150 millions de francs CFA est apporté par la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. Voilà qui renforce aussi la compétitivité du riz local et qui contribuera certainement à l'autosuffisance alimentaire nationale. L'actualité en RDC, le groupe armé du M23 poursuit son avancée dans le sud Kivu et prend Bukavu, capitale de la province de près d'1 million de personnes. Le gouvernement congolais à Kinshasa dénonce une occupation. Le sommet de l'Union africaine s'est tenu le 15 février à Addis Abeba en Éthiopie. Tiemoko Melie Kone y représentait le chef de l'État Alassane Ouattara. Les chefs d'État et de gouvernement ont procédé à cette occasion au lancement du thème de l'UA pour l'année 2025, à savoir justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. La session a été marquée également par l'élection du Djiboutien Mohamed Mahmoud Ali Youssouf à la tête de la commission de l'Union africaine pour un mandat de 4 ans. Et à cette réunion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est fait une fois de plus le défenseur de la cause africaine en réitérant son appel à garantir à l'Afrique 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le résumé est fait par Fatou Fofana. Il est à Addis Abeba, en Éthiopie. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a pris part à l'ouverture des travaux de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Tiemoko Melie Kone représente le chef de l'État Alassane Ouattara lors de cette rencontre de haut niveau qui marque le lancement officiel des activités de l'Union africaine pour l'année 2025 sur le thème de la justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. Le thème de cette conférence de cette année nous demande de soigner les plaies des injustices historiques et de surmonter les traumatismes lancinants qui ont freiné notre progrès. La demande de réparation n'est pas de la charité ou bien de l'aide financière, c'est un appel en faveur de la justice. Il s'agit de rétablir la dignité de millions de personnes et de cicatriser la pauvreté, les inégalités et la discrimination. Il s'agit de mettre un terme à l'exploitation systématique de nos richesses, de nos ressources et de nos opportunités. La première journée des travaux a vu l'élection samedi du ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahmoud Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine pour un mandat de 4 ans. Il succède ainsi au Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui a dressé un tableau de son action après 2 mandats de 4 ans. Il s'est appesanti sur la situation sécuritaire dans le monde et particulièrement sur le continent africain. Les taux de la mondialisation avancée, étouffante, déshumanisée, ne laisse point l'Afrique en dehors de l'élite hégémonique qui se déroule loin de sa terre. Bien au contraire, le continent en subit les débordements et fragmentations que traduisent les conflits par procuration, des soutiens des puissances extérieures à peine voilées aux parties belligérantes sur le continent, les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres. Autre temps fort de cette cérémonie solennelle, le passage de témoin entre le président de la République islamique de la Mauritanie, président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, et son successeur, João Lourenço, président de la République d'Angola, qui a conduit la suite des travaux de ce 38e sommet ordinaire de l'Union africaine. Ils se sont poursuivis ce dimanche 16 février.
Le vice-président Thiemoko Meïlie Koné est intervenu au cours de cette deuxième journée pour présenter les modalités d'opérationnalisation du prix d'excellence pour le renforcement de la nutrition et de la sécurité alimentaire initié par la Côte d'Ivoire. À présent, une autre réunion stratégique ouverte, cette fois ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Il s'agit du séminaire gouvernemental ouvert ce lundi 17 février avec pour objectif l'élaboration du plan national de développement sur la période 2026 à 2030. Sur 48 heures, cette initiative devra définir les orientations stratégiques pour les 5 prochaines années en s'appuyant sur les enseignements tirés du précédent PND qui a couvert la période 2021 à 2025. La session du jour ouverte sous la présidence du Premier ministre Robert Begré-Mambé sous le thème la trajectoire de la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2035. Le compte-rendu complet vous sera rendu dans nos prochaines éditions. Une vingtaine de véhicules et de motos vendus aux enchères par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. Des biens saisis dans le cadre de plusieurs procédures pénales. Les fonds récoltés serviront à l'indemnisation des victimes de la criminalité économique et financière, ainsi qu'au financement des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'opération a suscité un grand intérêt, nous raconte Lansine Bakayoko. Des motos, des scooters, des camionnettes, des berlines, des doubles cabines ou des véhicules de luxe, il y en avait pour tous les budgets. Mis aux enchères par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels AGRAC, ces biens confisqués ont trouvé preneur pour des sommes allant de 200 000 à 14 millions de francs CFA. Nous sommes pleinement satisfaits parce que tous les biens mis en vente ont trouvé adjudicateur. Et nous annonçons que très prochainement, nous mettrons encore des biens en vente. Nous espérons effectivement que les ventes aux enchères à venir connaîtront le même succès. Selon l'agence, ces ventes aux enchères suivent un processus bien défini qui garantit transparence et équité. Les saisies sont généralement ordonnées par un juge et concernent entre autres les engins utilisés dans les activités criminelles telles que le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent. Le défaut de paiement entraîne également la confiscation. En cas de dette importante non remboursée en effet, la justice peut ordonner la saisie des biens du débiteur, y compris les véhicules. Lorsque les décisions définitives seront prononcées, il y aura des restitutions éventuellement aux victimes. Donc ça ira à l'indemnisation des victimes, mais ça ira également pour des programmes de lutte contre la criminalité financière. Comme dit l'adage, nul ne doit tirer profit de son délit. Le principal rôle de l'AGRAC est de gérer les biens saisis ou confisqués par la justice dans le cadre de procédures pénales. Les acteurs du budget et des finances publiques renforcent leur acquis sur le budget programme. Ils ont vu une gestion plus transparente et efficace également des finances publiques. Un plan est défini pour inscrire cette ambition dans la durée. On en sait davantage avec Kader Sogodogo. Des ovations nourries pour mettre fin au conclave des gestionnaires du budget et des finances de l'État de Côte d'Ivoire. Un état d'esprit qui traduit l'engagement de ces hommes et femmes à faire de la transparence budgétaire un sacerdoce. En conclave à Yamoussoukro, un satisfecit a été marqué pour la gestion 2024. Les exigences du budget programme ont été remplies dans les règles de l'art. Désormais, le cap est mis sur 2025 avec beaucoup plus d'engagement. Cette année, la Direction générale du budget et des finances, DGBF, va poursuivre le renforcement de capacité des acteurs impliqués dans le budget programme. Poursuivre les rencontres en vue de déterminer les actions prioritaires pour des dotations budgétaires en rapport avec les besoins. La sensibilisation ne fera pas défaut. L'engagement pour le développement de la Côte d'Ivoire reste intact. Je voudrais engager chacun de nous à mettre en œuvre l'ensemble des objectifs que nous sommes fixés. Il s'agit notamment de poursuivre le suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire. D'élaborer le document de programmation budgétaire économique pluriannuel DPBEP 2026-2028 dans les délais réglementaires, de préparer dans les délais constitutionnels
le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'exercice 2026, de produire la déclaration sur les risques budgétaires 2026-2028, intégrant les risques liés au climat. Au cours de ce premier trimestre 2025, la Direction générale du budget et des finances DGBF va lancer sa traditionnelle campagne de sensibilisation sur le budget citoyen. Plusieurs localités du pays seront visitées dans ce sens. À présent, une étude de cas sur l'emploi jeune. Vous êtes jeune et sans emploi, pas de panique. L'auto-emploi est une voie de réussite. Il faut encore en connaître les codes. La preuve avec ces jeunes rencontrés dans la commune de Cocody, de dynamiques entrepreneurs aux activités florissantes, mais encore dans l'informel. Ils suscitent l'encadrement de l'agence Emploi Jeune. Leur expérience est rapportée par Nadège Kassi et Marie-Chantal Akindin. Depuis 2015, de jeunes entrepreneurs s'investissent avec détermination dans divers secteurs. Coiffure, couture, commerce de vivriers, vente de friperies. Malgré des débuts difficiles, leur courage et leur persévérance les distinguent. Bon, dans les débuts, c'était pas facile. Il y a des tatas qui m'ont aidé, m'ont donné des matériels. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que non, que ça va, parce que je n'ai pas encore eu un grand coin. Je vends de la tchéké, à Toupou, Bolo, à Kassa. Pratiquement 10 ans que je suis dedans. Ça n'a pas été facile parce que le début, je ne gagnais pas de clients. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Il faut toujours te battre. Il n'y a pas fait qu'il n'y a pas de travail. Même si tu prends l'eau, sachet à 500, tu rentres dans le feu, tu peux le revendre, tu as un bénéfice de 1000 francs, tu peux toujours t'en sortir. Face aux obstacles, ils n'ont jamais renoncé. Certains ont débuté en travaillant pour d'autres avant de créer leur propre activité. On venait les samedis dimanches au marché. Bon, on a vu que les études ne sont pas allées. Ce n'est pas favorable pour tout le monde d'aller à l'école pour continuer, pour faire les grandes études. Bon, comme ça ne va pas, on a vu qu'on ne peut pas continuer. On a dit s'asseoir à la maison. J'ai dit, bon, je vais faire comme ma maman, un peu. On est venu ici, j'ai eu la chance d'avoir une place. Donc, je vais acheter, je viens vendre. Aujourd'hui, beaucoup souhaitent s'inscrire à l'agence Emploi Jeune pour développer leurs activités et élargir leurs perspectives. Agence Emploi Jeune, on fait comment pour s'inscrire? Parce que moi aussi, je vais m'inscrire dessus aussi. Mais c'est rien dedans d'abord. Donc, je veux que vous expliquiez, afin qu'ils puissent vendre et faire les petits commerces pour pouvoir réaliser aussi un jour mes rêves dans la... Alors, pour accéder à l'agence Emploi Jeune, il y a une double approche. Donc, sur le site de l'agence Emploi Jeune, 3x emploi jeune au pluriel.ci, pour avoir accès à tous les programmes de l'agence Emploi Jeune. La possibilité est offerte aux jeunes de se rendre dans l'une des 25 agences régionales de l'agence Emploi Jeune pour avoir toutes les informations, mais également pour bénéficier des programmes d'insertion de l'agence Emploi. L'objectif de Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, c'est qu'il y ait à terme 2025, une agence par région administrative de notre pays. Contrairement à certains, ces jeunes misent sur leur potentiel ici et veulent être accompagnés pour devenir des acteurs du développement local. Moi, actuellement, je me donne un peu d'argent. Je vais compléter pour voyager parce que je vais voyager pour ouvrir beaucoup d'achats pour que des personnes viennent prendre. Si j'ai aujourd'hui des moyens, c'est pour permettre à d'autres jeunes qui sont dans la rue de venir travailler avec nous, de les former et pouvoir s'en sortir eux-mêmes demain. Si j'ai l'argent, que j'ai un camion que je vais chercher, je vais prendre des jeunes filles avec moi. Je vais aussi prendre des jeunes gens avec moi pour travailler. Donc plus j'agrandis, plus aussi je crée aussi l'emploi aussi pour d'autres jeunes. Leur objectif, aller au-delà de la survie, prospérer et inspirer d'autres jeunes. Jeunesse pleine d'ambition, la filière rizicole regorge également d'opportunités pour la jeunesse ivoirienne. Elle est d'ailleurs boostée par un financement de 150 millions de francs CFA apporté par la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, soit un financement qui a été reçu par l'Union pour le développement des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Ami Sissoko. Korogo. Dans le cadre de la modernisation de la filière rizicole, l'Union pour le développement des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, UDCACI, bénéficie d'un financement de 150 millions de francs CFA. C'est un don de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, USADF. Ce soutien vise à renforcer les capacités de production de la filière rizicole de cette coopérative. Cela doit contribuer à l'atteinte
de la sécurité alimentaire. Cela doit contribuer à la mécanisation de l'agriculture et doit contribuer à améliorer les revenus et les conditions de vie de nos producteurs. La subvention a permis l'acquisition d'équipements modernes, notamment des tracteurs, des batteuses et vanneuses de riz, des moissonneuses et des pulvérisateurs. Ces équipements issus du financement USAIDF vont permettre à UDECACI d'améliorer les services de ses membres et d'autre part de mettre sur le marché du riz blanchi de bonne qualité. Quelquefois, nos producteurs ils ont des difficultés pour avoir la main-d'œuvre. Donc, avec l'arrivée de ce tracteur, ça va permettre un peu ce vide. Donc, nous, c'est un soulagement. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural apprécie l'action de l'USADF. L'USAIDF, dont les actions s'inscrivent parfaitement dans la vision de l'État, transcrite dans le PNIA 2, se projette résolument vers la viabilité des fêtières, le transfert, la transformation, la conservation et la commercialisation de nos produits, mais aussi nous permet de réduire les pertes post-récolte. Créé en 2013, l'UDECACI regroupe plus de 2000 membres et 4 coopératives. Ses domaines de compétences couvrent l'agriculture, la pêche et l'aquaculture. Et vu qu'on parle de développement, partons à Béoumi où le réseau hydraulique s'étend avec un nouveau château d'eau qui est installé à Marabajessa, une infrastructure attendue par les populations qui pourront désormais recevoir de l'eau potable, suivant ce commentaire de Charles Tato. Marabajessa, dans le département de Béoumi. La ville, grâce à l'engagement et l'unité de ses cadres, s'emploie à réunir toutes les conditions de développement pour se classer parmi les villes modernes et stratégiques du pays. Ouverture de rues et construction d'un commissariat de police. Un nouveau château d'eau réalisé à hauteur de 334 millions de francs CFA, mettant fin désormais à la souffrance des populations qui s'approvisionnaient en eau à partir des puits, d'une pompe à motricité humaine et des marigots avec tous les risques que cela comporte. Pour l'inauguration de cette infrastructure hydraulique, le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre de la localité, a marqué sa présence. Nous sommes heureux que nos filles, nos mamans, nos sœurs, désormais seront à la tâche pour autre chose, pour leur éducation, pour leur bien-être. Merci au président de la République qui a autorisé que cette infrastructure soit réalisée ici, partout en Côte d'Ivoire depuis 2011. Nous sommes à des taux de réalisation, de disponibilité de l'eau qui avoisinent près de 80 à 90%. Outre les différents quartiers, le nouveau château d'eau de Marabajessa, d'une capacité de 80 mètres cubes avec un fourrage, d'une production de 10 mètres cubes heure, va aussi approvisionner 6 villages environnants. De la Côte d'Ivoire où les liens de fraternité et de cohésion sont au cœur de la lutte contre l'insécurité transfrontalière. Le préfet du département de Tingrela initie des rencontres pour donc rapprocher les populations. Voyons celle tenue dans le village de Nigouni avec Siekwasi et Jean-Marc Djadji. Orpaillage illégal, vol de bétail, libre circulation des biens et des personnes et surtout contournement des postes frontières. Des thématiques de haute portée socio-sécuritaire traitées en plénière et en groupe au cours de cette journée. Les travaux s'achèvent avec d'importantes perspectives. La ligne frontalière fait plus de 200 km de frontière avec le Mali, avec plus de 52 pistes d'accès au Mali. Il fallait donc impliquer les populations elles-mêmes dans la prise de mesures pour pouvoir surveiller cette frontière et c'est ce que nous avons fait. La rencontre de Nigouni, bien appréciée par les participants. Moi-même, je suis très content avec ça. Pourquoi je dis je suis très content? Parce qu'il y a beaucoup de choses nous on ne comprend pas. Mais atelier comme ça, là, on va se bien compris pour aller parler de nos parents. Pour dire, telle chose, là, si on fait ça, c'est pas bon pour nous. Si on fait ça, c'est ça qui est très bon chez nous. Madame le préfet, il est bon rapport avec ceux du Mali. Donc, il n'y a plus de problème, ce n'est plus comme avant. Après Nigouni, bientôt une autre étape importante dans le cadre de la sécurisation des frontières et la promotion de l'intégration, le réchauffement des activités de la coopération transfrontalière née entre Tingrela et Konodiba, deux départements tampons, portes d'entrée et de sortie entre la Côte d'Ivoire et le Mali,
avec pour identité remarquable la culture Sénoufo. Nous restons dans nos régions, à l'ouest de la Côte d'Ivoire et découvrant une octogénaire soigneuse de fractures dans le village de Yoya. C'est à 6 km de Bloléquin, le bras ou le pied fracturé. Plusieurs accidentés de la route ont trouvé la guérison auprès de Dame Banicole. Des remèdes qui puisent leur source dans la nature, un savoir-faire hérité il y a 60 ans de sa défunte mère, une praticienne de la médecine traditionnelle rencontrée par Didier Nguessan. Voici son histoire. Bloléquin, région du Cavali. Dans ce paisible village de Yoya, vit une octogénaire aînée d'une fratrie de 22 enfants. Banicole s'est taillé une réputation en soignant les fractures. Ce matin, 2 patients arrivés la veille dans le village reçoivent leurs premiers soins. Avec ce mélange de produits à base d'argile et de plantes dont elle seule a le secret, elle badigeonne le pied fracturé. Lentement, ses frêles mains repartissent le médicament sur chaque partie de l'épiderme. Après l'application cutanée, la praticienne pose délicatement un garrot sous le regard attentif de ses assistantes. Ensuite, elle bande la cuisse du patient. Pendant qu'elle dispense les soins, Banicole ne parle pas. C'est l'un de ses rituels. Il faut attendre la fin des soins pour qu'elle se dévoile. Quand quelqu'un est blessé, là, j'ai commencé là. Je vais devoir, si c'est cassé comme ça, si c'est mougou, c'est 3 mois. Si c'est pas mougou, c'est coupé, c'est 2 mois. Quand je soigne là, quand pied est cassé, quelqu'un est venu, c'est poulet. Il m'a donné poulet. S'il n'y a pas poulet, il fait 5 000. Si quelqu'un est gentil, il revient, il donne 5 000, 10 000, 15 000. Il va donner 15 000. Si quelqu'un n'est pas gentil, il est parti, il ne revient pas. La guérison des patients est aussi conditionnée par plusieurs interdits qu'ils doivent respecter. Il n'a pas droit de faire parole avec quelqu'un. Le papa qui est posé derrière lui, là, n'a pas droit de faire parole avec lui. Quand il fait parole, il va enfler comme ça. Il va venir, il va donner poulet encore, et puis je vais lui soigner, et puis il va guérir. Si les jeunes n'ont pas droit de causer avec une femme la nuit. Voilà, grand totem. Ce parent de malade a accompagné son fils accidenté de moto. Il y a longtemps, il y a tant le nom de la vieille. Moi, il envoie les gens ici. Moi, je dis, il va envoyer mon fils au village. Il dit, il a 1 mois, il va commencer à marcher. 1 mois là, ça arrive aujourd'hui, il a commencé à marcher. Donc, il a fait confiance à la vieille. Ton pied est cassé, tu viens ici là. Au moins 2 mois, 3 mois là, c'est venu. De bouche à oreille, cette orthopédiste traditionnelle est recommandée par les patients guéris et même par certains médecins. Des soins recommandés à raison, car la massothérapie, technique qui requiert une formation académique, s'appuie souvent sur les soins traditionnels les plus accrus. La radio a dit que moi, mon pied est cassé 3 fois. Donc mon pied là même là, je ne pouvais pas tourner, parce que c'était penché sur l'autre côté même. Je me sens mieux maintenant, puisque au début, moi-même là, je ne croyais pas à ça. Avec l'état de mon pied là, moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui même, je pouvais m'asseoir. C'est à l'hôpital même, les gens ont dit qu'il faut partir à Yoya. C'est comme ça que je suis venu chez la vieille. Bon, vraiment, je me sens mieux. D'autres accidentés de la route, en quête de guérison, sont traités et logés dans la cour familiale des bars, le temps de leur rémission totale. Quand je venais ici, c'était 6 personnes qui me soulevaient. Vous voyez, je suis gros, mais actuellement, où je vous parle, je me lève seul. Voilà. La réputation de Banicole dans tout le département et même au-delà déteint sur toute la famille. De quoi rendre fière la fratrie. Elle est la 3e génération aujourd'hui de ces soignantes-là. L'arrière-grand-mère, la grand-mère, et puis elle aujourd'hui. Et elle nous fait plaisir aussi en donnant la guérison à ces personnes recommandées par des médecins chevronnés. Et c'est toute notre fierté à elle. Depuis une 60aine d'années, Banicole pratique inlassablement ce geste médical. À 84 ans, elle prépare la relève en transmettant son savoir-faire. Cette transmission se fait par observation, aussi bien au champ pour la collecte des plantes qu'au village pendant les soins. Et à présent, je vous donne lecture donc de ce communiqué portant sur la cérémonie de la remise du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, un communiqué lu pour vous par Davy Soyo.
Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives, ci-après désignées à la cérémonie solennelle de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix qui aura lieu le lundi 24 février 2025 à partir de 10h à l'auditorium du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ce sont Monsieur le vice-président de la République, Monsieur les anciens présidents et vice-présidents de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur les anciens premiers ministres et présidents d'institutions, Madame et Messieurs les ministres, gouverneur de district autonome, Madame la secrétaire générale de la présidence de la République, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le chef du cabinet du président de la République, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du vice-président de la République, Monsieur les directeurs du cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs au département central, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République, à raison de 20 représentants par institution, Monsieur le préfet d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme du Côte d'Ivoire, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major, général des armées, Monsieur le général du corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Monsieur le président et les membres du bureau de l'Union des villes et communes du Côte d'Ivoire, IVIC aussi, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises du Côte d'Ivoire, CGCI, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPM, et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises du Côte d'Ivoire, et 5 de leurs membres respectifs. Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Côte d'Ivoire, APBFC, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance du Côte d'Ivoire, Monsieur les présidents ou secrétaires généraux des centrales syndicales, UJTC, Dignité, Humanisme, UNATRICI et 10 de leurs membres respectifs, Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, Monsieur le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, Monsieur le vice-président et 30 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président et 30 membres du Forum national des confessions religieuses, Monsieur le Président et 30 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM, Monsieur le Président et 5 membres du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Madame la Présidente et 5 membres de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers du Côte d'Ivoire, Monsieur le Président et 5 membres de la Fédération nationale des commerçants du Côte d'Ivoire, Monsieur le Président et 50 membres du Conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire, CNGCI, Monsieur le Président et 50 membres du Conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire, CNGCI. Les cartons d'invitation sont à retirer à la Direction générale du protocole d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, du mardi 18 au jeudi 20 février 2025, de 7h30 à 16h30. La mise en place à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire débutera à 7h et prendra fin à 9h15. Horaire de rigueur.
Et nous rappelons que la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix aura lieu le 24 février ici à Abidjan, à l'Hôtel Ivoire, et le jury décernera à cette occasion le prix 2024 à M. Antonio Luis Santos da Costa, président du Conseil européen, mais aussi ancien Premier ministre du Portugal. Il recevra ce prix pour son engagement en faveur du multilatéralisme, du dialogue, mais aussi du développement durable. L'actualité sur le continent africain avec l'offensive rebelle du M23 qui se poursuit en RDC, soutenue par le Rwanda. Ils sont entrés dans Bukavu, la deuxième ville de l'Est de la République démocratique du Congo, et se sont emparés du bureau du gouverneur régional. C'est une région, on le rappelle, riche en minerais, et le gouvernement congolais a reconnu la chute de la ville où vivent près d'1 million de personnes et a exhorté les habitants à rester chez eux pour éviter d'être pris pour cible par les forces d'occupation. Et c'est un événement malheureux que condamnent aussi plusieurs chancelleries occidentales qui s'inquiètent d'une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire en RDC. C'est le terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'était un journal traduit en langue des signes. Nous nous retrouvons demain à la même heure sur RTI1. D'ici là, portez-vous bien et bel après-midi sur RTI1.